C'est l'endroit le plus dangereux de toute la galaxie. Oui, mais ses compagnons, en cherchant un moyen de rentrer chez eux, se sont aventurés par erreur dans le repère des pirates et ont été jetés dans les cachots par le chef Black Bear. La sécurité y est extrêmement stricte. Pour les prisonniers désobéissants, c'est la décharge électrique immédiate. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, un mystérieux inconnu conduit discrètement les jeunes hors de la prison. Ils évitent les patrouilles de sphères mécaniques et parviennent à rejoindre la surface. Ici, sous la surveillance de Black Bear, les pirates vivent dans une insouciance totale, si bien que personne ne remarque que des fugitifs se sont mêlés à la foule. Ils montent à bord d'une navette. L'évasion a été étonnamment facile. Mais en voyant le vaisseau de l'équipe d'exploration, l'homme mystérieux reste stupéfait. Comment une épave pareille pourrait-elle voyager à travers les étoiles? Heureusement, malgré leur aspect archaïque, les équipements semblent encore fonctionner. Alors qu'il retourne seul libérer le robot SM-33, il tombe soudain sur une vieille connaissance. Captain Silver, is that you? Estimant qu'il ne s'agit que d'une créature handicapée et inoffensive, il quitte la salle des machines sans s'en méfier. À peine remonté dans la navette, il est violemment pris en chasse par les gardes. La poursuite est acharnée, en plein vol, l'ennemi percute directement la navette. Par chance, il atteint la porte du vaisseau juste à temps et parvient à hisser le robot. Mais au moment de partir, le vaisseau se retrouve coincé par une conduite de carburant particulièrement solide. Il pousse alors les moteurs à pleine puissance, frôlant d'autres appareils en décrivant des cercles. Ces manœuvres attirent l'attention de Black Bear. Il tente de semer le chaos parmi les vaisseaux en ravitaillement afin de gêner le ciblage des canons laser des pirates, mais cela ne suffit pas. À l'instant critique, il n'a d'autre choix que d'activer le mode de saut. Do you want me to go after him, Captain? Put a bounty on his head! I want him groveling at my feet! Le robot est enfin redémarré. Les jeunes expliquent que l'homme mystérieux se fait appeler Narud. Il se présente comme un Jedi, a sauvé tout le monde à bord, promet de les aider à retrouver leur planète natale, Ayatin, et affirme même savoir préparer d'excellents plats. Pourtant, il semble étrangement familier avec cet endroit et remet silencieusement un poignard à sa ceinture. Le robot SM-33, lui, se méfie, quelque chose chez cet homme lui paraît louche. Et son intuition est juste. Auparavant, un vaisseau avait été attaqué par des pirates de l'espace. Le capitaine avait mené l'équipage dans une résistance désespérée, mais les pirates étaient trop nombreux. Même en détruisant le pont temporaire, ils avaient révélé l'emplacement des canons laser. Les pirates envahirent le vaisseau comme une marée, et Black Bear exécuta froidement tous les résistants. Captain Silver, the ship is yours! L'homme au casque de fer n'était autre que Narud, sous le nom du capitaine Sith. Il avait autrefois fait équipe avec Black Bear pour piller le trésor de la République. Mais en ouvrant la porte, ils ne trouvèrent qu'une misérable pièce de monnaie. Furieux, Black Bear se retourna contre lui. Les deux alliés devinrent ennemis. Narud fut jeté en prison, où il rencontra par hasard les 4 jeunes explorateurs. Pour découvrir les coordonnées d'Ayatin, ils doivent retrouver un expert en cartographie stellaire, spécialiste des planètes disparues. Après un long voyage, ils atteignent un satellite semblable à une lune, couvert de cratères d'impact et bien plus froid que les autres mondes. Ils poursuivent à pied jusqu'à une immense porte métallique. Narud frappe. 3 têtes apparaissent, et ils font la connaissance de l'administrateur de l'observatoire. En entendant le nom d'Ayatin, ils déploient une ancienne carte de la République. Autrefois, une guerre avait éclaté, la plupart des planètes merveilleuses furent détruites. Seul Ayatin fut dissimulé. Aujourd'hui, ces récits ne sont plus que des contes, mais le hibou y croit fermement. Grâce aux caractéristiques astronomiques, il peut interroger les archives. À mesure que les enfants décrivent leur monde, le télescope s'active et commence la recherche des coordonnées. Le hibou réalise alors que les 4 n'ont jamais étudié cette guerre à l'école. Ayatin s'est développé en vase clos, interdisant légalement le franchissement des frontières. La frontière, décrite par Little Elephant, est en réalité une nébuleuse spiralée, utilisée pour cacher la planète. Le hibou remarque aussi l'insigne de premier de la classe sur le sac de Fern, il s'agit de chiffres pas mal de l'ancienne République. Après analyse, l'ordinateur promet de localiser Ayatin en 3 heures. Mais Narud connaît trop bien le hibou. Avec de telles compétences, ce délai est forcément une manœuvre dilatoire. Il augmente soudain le volume du communicateur, une patrouille approche de l'observatoire. Le hibou avertit les enfants. Children, listen. Crimson Jack is a scoundrel. All he wants is your treasure. Le véritable objectif de Narud est le trésor de la planète. Il s'envole aussitôt et engage le combat avec lui. Les 4 restent figés, incapables de savoir à qui se fier. À la dernière seconde, Narud arrache la clé de données, détruit l'ordinateur de recherche d'un tir précis, puis entraîne les enfants à l'extérieur. Méfiant, Cabé reste en arrière et entend les derniers avertissements du hibou. Use your head. Get the truth. And if you ever need help, you can call me. De retour au vaisseau, le groupe exige des explications avant de continuer. Sous la pression de SM-33, Narud finit par révéler sa vérité. Okay? I'm lost. I'm alone. Même si son identité exacte reste floue, une chose est sûre, la patrouille ne les aidera jamais à rentrer chez eux. Ils ont désormais un objectif commun et concluent rapidement un accord. Deal.
Le temps presse. Ils décollent immédiatement, mais la patrouille se lance à leur poursuite et ouvre le feu. Or le vaisseau ne peut entrer en hyperespace qu'en présence de lumière solaire. Narwood décide donc de contourner la face opposée du satellite. Little Elephant reste au pilotage, KB règle les coordonnées, et le vaisseau s'élance en tanguant dangereusement. Fern est installé à un poste après une brève initiation, puis Wim la rejoint. Il découvre qu'il s'agit de la salle de contrôle des canons laser et se lance dans une contre-attaque exaltée. Au moment crucial, le vaisseau atteint enfin la lumière du soleil et s'élève à toute vitesse. Toutes les conditions de saut étant réunies, Narwood pousse le levier sans hésiter. Ils parviennent à s'échapper de l'observatoire. Mais Narwood est-il réellement un Jedi? Et les jeunes explorateurs réussiront-ils à retrouver le chemin de leur foyer? What are you doing? You let them get away! Too risky with the kids inside. Any idea where they're headed? If I told you, you wouldn't believe me. Il s'agit du centre de bain le plus luxueux de tout l'univers. Ceux qui peuvent s'y offrir une consommation sont tous des personnalités richissimes et influentes. L'ancien repère du roi des pirates, le Mont du Crâne, a été transformé après sa mort en un complexe de divertissement d'un luxe extravagant. À l'intérieur, tout respire l'opulence, et l'attraction la plus célèbre reste le bain de boue thérapeutique, préparé à partir de sources thermales naturelles. L'équipe centrale s'infiltre sur place sous couverture. Leur objectif est de descendre dans l'ancien repère souterrain afin de retrouver les coordonnées permettant de rentrer sur leur planète natale. Mais la sécurité est extrêmement stricte. Coïncidence malheureuse, la guilde bancaire y organise un sommet économique galactique, les billets sont hors de prix et l'accès est strictement interdit aux mineurs. Contraint d'agir vite, Narwood tente de graisser la pâte avec des pièces d'or. Mais alors qu'il s'apprête à régler les formalités, un chasseur de primes le reconnaît. Manifestement, ils ont un lourd passif, l'homme lâche une menace avant de disparaître précipitamment. Hey kids, don't trust this limo. Face à cette situation défavorable, Narwood n'a d'autre choix que d'offrir toutes ces pièces de la République pour en finir au plus vite. Il presse que la chasseuse aux cheveux blancs va forcément dénoncer leur présence. Et comme prévu, à peine partie, elle contacte immédiatement le chef ours noir de la baie des pirates. I'm sending 2 ships, and keep this quiet. I wouldn't dream of breathing a word to anyone. Très vite, l'équipe se divise. Narwood et 2 autres découvrent des inscriptions pirates gravées dans la paroi rocheuse, mais attirent aussitôt l'attention de la sécurité. Ils prennent la fuite. Or, dans la zone des sources chaudes, les passages sont reliés uniquement par des ponts métalliques. À peine ont-ils franchi un embranchement qu'ils se retrouvent pris en tenaille, sans aucune issue. Dans l'urgence, KD sort une clé et ouvre la vanne d'un conduit voisin. Narwood se retourne et neutralise l'ennemi d'un coup, mais au moment de repartir, le robot SM-33 surgit devant eux. De son côté, Fern et les autres ont suivi les canalisations jusqu'à une grotte. Elle remarque au sol l'emblème du navire du roi des pirates, quand une voix s'élève soudain depuis un bassin thermal voisin. De toute évidence, la personne se trompe d'interlocuteur, Fern s'excuse et s'apprête à partir. Mais à peine a-t-elle posé le pied sur la dalle qu'un immense tentacule lui barre la route. SM-33 tente de s'interposer, lorsqu'une gigantesque pieuvre spatiale sort la tête de l'eau. Lorsque Narwood et les autres arrivent enfin dans la grotte, ils découvrent que Fern est déjà devenu ami avec la créature extraterrestre. Mais les ennemis approchent, il faut fuir au plus vite. La pieuvre déploie alors ses tentacules et fracasse la dalle d'un seul coup, révélant un passage secret dissimulé sous le sol. Avec son aide, les membres de l'équipe sont descendus un par un au fond du trou. Le robot lance aussitôt un avertissement, le roi des pirates a construit ici un labyrinthe de tunnels truffés de mécanismes mortels, chaque pas doit être calculé avec la plus grande prudence, la moindre erreur pouvant coûter la vie. Looks like they were decapitated. Heureusement, les enfants, plus petits, évitent de justesse les lasers surgissant brusquement, c'est le petit éléphant qui a déclenché un piège. Tous redoublent de vigilance. Mais le danger ne fait que commencer. À cet instant, les hommes d'ours noirs arrivent au Mont du Crâne, détruisent sans hésiter les vaisseaux de patrouille et foncent droit sur le centre de bain. En parallèle, plusieurs gardes s'engagent dans les tunnels. N'osant pas avancer, ils lancent des pierres pour tester le sol, et découvrent alors des squelettes cloués aux parois. Soudain, la situation bascule. La chasseuse aux cheveux blancs a déjà guidé les hommes d'ours noirs dans le labyrinthe. Les ennemis se rapprochent. L'équipe s'engage malheureusement dans une impasse sombre, devant eux s'étend un bassin inquiétant. K descend immédiatement que ce n'est pas de l'eau. Fern ordonne au robot d'avancer pour tester, à peine son pied touche-t-il la surface qu'une grande partie de son métal est rongée par un acide puissant. Sans issue, ils finiront inévitablement capturés. Heureusement, KD remarque une inscription gravée en hauteur, dont le sens est clair, pour entrer au paradis, il faut consentir au plus grand des sacrifices. Faut-il qu'un membre meure pour ouvrir le passage? Narwood comprend alors que, pour un pirate sanguinaire, la vie n'est peut-être pas ce qu'il chérit le plus.
Le véritable sésame doit être le trésor. Mais leurs pièces sont presque toutes épuisées. Par chance, Naoud a conservé une dernière pièce. Lorsqu'il la jette dans le bassin, le liquide se met à bouillonner, formant un vortex qui s'écoule vers le bas. Peu après, le sol se découvre, révélant un trou et un escalier de pierre descendant dans les profondeurs. Une fois l'acide entièrement vidé, l'escalier mène à l'entrée d'une salle secrète. Mais avant qu'ils ne puissent y pénétrer, les pirates surgissent armes levées. L'équipe referme la porte à temps. En se retournant, ils restent figés, à mesure que les lumières s'allument, la salle apparaît remplie de montagnes d'or et d'argent. C'est le trésor souterrain du Mont du Crâne, l'ancien repère du capitaine de SM-33. Il découvre alors que le vaisseau trouvé plus tôt n'est autre que le célèbre rubis de carbone, propriété du légendaire roi des pirates. On raconte qu'il avait mis la main sur le trésor de la planète Ayatin, avant de périr avec son navire dans un crash. Personne ne connaît les coordonnées exactes de cette planète, mais le robot sait que le capitaine en avait conservé une copie ici. Plus il approchait du trésor, plus il soupçonnait une mutinerie. Un jour, un membre d'équipage, aveuglé par la cupidité, le défia. Trahi par sa maîtresse et grièvement blessé, le capitaine verrouilla le système de contrôle du vaisseau, provoquant le crash. Wim comprend enfin l'origine du navire. Plus tard, SM-33 mena l'équipe au Mont du Crâne, pour découvrir qu'il avait été transformé en centre thermal de luxe. À présent, ils doivent retrouver parmi cet amas de richesses la tablette contenant les coordonnées. Mais nul ne sait à quoi elle ressemble. C'est alors que Wim reconnaît immédiatement, posé sur un socle, un manche de sabre laser Jedi. De son côté, le petit éléphant repère un plat de porc braisé semblant tout juste sorti du feu. Il s'apprête à le saisir, mais déclenche presque un piège à trappe. Naoud le sauve de justesse en le soulevant. Au moment où il déplace le plat, un pilier de lumière jaillit derrière eux. Il s'agit du journal électronique du roi des pirates. Grâce à SM-33, les coordonnées d'Ayatin apparaissent enfin. Les enfants peuvent enfin rentrer chez eux. Mais tandis que les ennemis s'acharnent à défoncer la porte, Naoud ordonne à SM-33 de réinjecter l'acide dans les tunnels supérieurs. Des cris terrifiants retentissent aussitôt. Une fois la menace écartée, Naoud annonce vouloir rencontrer le légendaire roi des pirates. C'est alors qu'ils apprennent qu'Ayatin n'est autre que la dernière monnaie de frappe de l'ancienne République, et que le soi-disant trésor éternel réside dans sa capacité infinie à produire de l'argent. Soudain, le visage de Naoud se durcit. Il invoque la tradition pirate et exige le droit de défier le capitaine en place. Il lance un duel à mort en combat singulier contre Fern. Conformément au code pirate, SM-33 déclare qu'il obéira au vainqueur. Fern tente une attaque surprise, mais face à la maîtrise de la force de Naoud, elle n'a aucune chance. Au moment critique, Wim brandit courageusement le manche du sabre Jedi, mais se ridiculise en le tenant à l'envers. Faute de meilleure option et pour protéger le groupe, Fern se rend. Sorry, Fern. SM-33 change alors une nouvelle fois de capitaine, et le dispositif de sécurité empêchant l'usage de la violence est retiré. Tandis que Naoud s'apprête à se débarrasser des autres membres de l'équipe, Wim a soudain une idée pour s'échapper.